Salut les gros bidous! Cette vidéo, elle a vraiment pour vocation de reprendre les bases de la structure du tarot et ce, afin de répondre à une question qu'on m'a reposée par mail et qu'on me pose en réalité de temps en temps. Et je suis un peu nulle pour répondre aux mails, aux messages, aux commentaires. Vous savez certainement que j'ai souvent des mois et des mois de retard et que c'est pas ma spécialité. Et donc, comme cette question revient, c'était l'occasion de faire une petite vidéo pour y répondre. Et cette question, c'est une question de débutante du tarot. Est-ce que c'est ok d'utiliser un jeu anglophone quand on parle peu ou pas du tout l'anglais? Est-ce que on va s'y retrouver? Est-ce que ça va pas être une information en trop? Est-ce que ça va pas être trop compliqué, etc., etc. Et comment faire? Comment choisir? Là, je vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais comme ça revient souvent, c'est l'occasion de vous expliquer pourquoi. Ma réponse est oui, a priori, oui, il n'y a pas de souci. Ça ne devrait pas être trop compliqué de travailler avec un jeu qui n'est pas en français. Donc la plupart des jeux sont édités. Il y a beaucoup de jeux qui sont édités en anglais, que ce soit par des anglophones ou par des gens qui choisissent l'anglais parce que c'est une façon de toucher un plus grand nombre. Donc ça va souvent vous ramener de ce côté-là. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de reprendre ensemble la structure du tarot. Donc c'est vraiment une vidéo apprentissage, base du tarot. Je le dis pour les personnes plus aguerries qui suivent cette vidéo aussi et qui vont se dire « Ouh, c'est peut-être pas pour moi ». Le tout en sortant quelques tarots, en prenant des exemples et tout. Je sais que j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet il y a des années. Entre-temps, ma pratique a évolué, j'en ai aussi parlé. Et c'est vraiment l'occasion de remettre un peu à jour ça. J'ai aussi fait une série sur apprendre le tarot qui se trouve sur mon site, qui est en cours de construction, mais il y a quand même vraiment des articles qui reprennent les bases, qui reprennent les mots-clés, les interprétations des cartes et tout. Et depuis le début que cette série... Depuis le début de la création de cette série et puis de sa mise en ligne, je me suis dit ce serait chouette que je fasse des vidéos pour aller avec. Et j'ai jamais eu ni le temps ni l'envie de me mettre là-dedans en priorité. Donc c'est une façon en fait de faire le pont entre ces différentes idées tout en répondant à ces questions-là. Je prends ma trame. Donc, en fait, c'est simple. Pourquoi la réponse est oui? C'est déjà pour la question des arcanes mineurs. En réalité, vous avez 8 mots à retenir, à tout casser. Parce que c'est même pas sûr que c'est nécessaire pour vous de retenir les mots tels qu'ils sont écrits dans la langue du tarot que vous utilisez. C'est juste de comprendre la structure du tarot qui va faire qu'à la limite, vous n'avez pas besoin de savoir ou de retenir le mot en anglais ou dans une autre langue sur votre tarot. D'ailleurs, j'ai l'exemple d'un tarot qui s'appelle le Kitty Kahan. C'est ça. Et ce tarot, je l'ai acheté dans sa version allemande, qui est la version originale. Il a été traduit en anglais, mais les deux versions sont plus ou moins en rupture de stock, plus ou moins compliquées à trouver. Je trouvais ça trop fun d'avoir la version allemande, parce que j'aime bien les langues germaniques, je comprends le néerlandais, c'est des langues avec lesquelles j'ai des affinités. Et voilà, j'ai trouvé ça chouette, mais je comprends pas l'allemand. J'ai vaguement eu un cours de 15 heures d'allemand en première année à l'UNIF, parce que soi-disant, on est censé pouvoir comprendre des textes dans plusieurs langues quand on fait histoire. C'était vraiment fun, hein, 15 heures de cours et puis traduire un texte. Entre parenthèses, j'avais, avant que ma maladie s'installe, un rapport assez intuitif aux langues et en fait j'ai eu des points exceptionnels à cet examen, mais en réalité je comprends pas l'allemand, je comprends l'allemand passivement parfois parce que ça ressemble beaucoup au néerlandais, mais à l'écrit comme ça... Donc voilà, tout ça pour vous dire que dans une langue que je comprends pas, j'ai un tarot et je m'en sors très bien avec, même si c'est pas un tarot que j'utilise beaucoup pour diverses raisons, mais la langue en tout cas me pose pas de problème. Alors je suis un mauvais exemple parce que même si le syndrome des lèvres dans l'os et l'âge fait que la malléabilité de mon cerveau au niveau des langues c'est... J'ai un peu tout perdu. J'ai longtemps eu un rapport assez intuitif aux langues que j'apprenais et un grand amour des langues. Il paraît que c'est un aspect du signe du Gémeaux, et j'ai pas mal de planètes en Gémeaux, dont mon soleil, vous le savez forcément déjà. Blablabla.
Donc je trouvais ça rigolo de relire ça récemment sur les Gémeaux parce que j'ai toujours une passion pour les langues. Et donc je suis un peu un mauvais exemple parce que comme je le disais dans la vidéo précédente, je préfère lire en anglais qu'en français. C'est pas que je suis bilingue complètement en anglais ou des trucs comme ça, mais pas du tout. Mais au niveau de l'aisance de lecture, de à quel point je me mets dans un texte et tout, l'anglais, c'est cœur, 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 j'aime ça. Et je suis sûre qu'il y a plein de trucs super chouettes qui sortent sur le tarot en français maintenant. Je vois passer les infos, mais je les lis pas parce que j'aime pas trop lire en français. Euh, donc voilà, du coup, je suis vraiment pas une personne de référence pour vous communiquer des sources en français, malheureusement, sur le tarot et sur les autres sujets sur lesquels je me partage sur cette chaîne. Mais du coup, avec le Kitty Kahan, on a l'exemple d'un deck qui est dans une langue sur laquelle, a priori, j'ai vraiment des bases de chez base. Mais genre, il y a 20 ans, quoi, quasiment, j'ai commencé les NIF et 15 heures de cours il y a 20 ans, c'est bien loin. Et pourtant, il n'y a pas de souci, c'est un jeu avec lequel c'est possible de travailler. Juste, est-ce que c'est possible d'apprendre avec ce jeu-là? Puisque c'est un peu la question qu'on a ici. Oui. Et donc, on enchaîne pour savoir pourquoi. Les arcanes mineurs, pourquoi c'est 8 mots à retenir? Parce qu'il y a 4 suites ou séries qui ont chacune un nom précis, qui ont des cartes numérotées de 1 ou As, mais bon, As ou Ace en anglais, ça va, jusque-là, on fait le lien. Donc de 1 ou de As à 10, et puis après, on a les cartes dites de cour, qui sont les figures, qui représentent des espèces de figures de la royauté, fantasmées, etc. Et là, on a 4 noms. Et sur chacune des 4 séries, on a 1 à 10, et puis on a les 4 noms des figures. Donc, ça nous fait effectivement 8 mots, éventuellement à retenir pour chacune des suites. Mais est-ce qu'il faut vraiment les retenir? C'est ça la question. Et la réponse est a priori pas, parce que visuellement, ces éléments sont souvent dans la plupart des jeux, et c'est là où on est quand même un peu invité à se renseigner un minimum avant sur la structure du tarot si on a des doutes. Souvent, cet élément va être repris au fur et à mesure des cartes. Par exemple, sur un Rider-Waite, un Waite-Smith de base, dans les illustrations de Pamela Colman-Smith, on a les coupes, et les coupes sont représentées très très bien visuellement avec sans le moindre doute. Voilà, donc là le 2 de coupe, et on a 2 coupes, et le 3 de coupe, etc. Donc, pareil pour les autres. Donc, a priori, même si ici, il n'y a plus que le 2, c'est plus noté coupe, le cerveau va jumper, on saute vers les coupes, et bon, c'est bon, on a compris, on est dans le 2 de coupe, etc., 3 de coupe, et autres. Donc, coupe, c'est l'élément eau. On est dans le règne des émotions, de l'intuition, des sentiments, des relations, les relations à nous-mêmes, les relations à l'invisible, les relations aux autres. On est dans aussi le flux de la vie, le flux des informations, mais on est sur des informations qui vont être plutôt à consonance ésotérique ou spirituelle, etc. Cet élément d'eau est généralement représenté par des coupes. Parfois, on essaie d'être inventif là-dessus. On va parler de la mer, genre la mer avec les vagues. On va parler de tasses ou de verres ou de bocaux ou de, j'ai pas des tonnes d'idées en tête, de vases, etc. Mais en gros, normalement, c'est possible de comprendre que ça représente les coupes. D'ailleurs, moi, dans mes tarots où ça a été renommé, quelle que soit la raison pour laquelle ça a été renommé, souvent dans ma tête, je switch et je pense coupe par habitude. Peut-être c'est une mauvaise habitude, c'est pas forcément respecter à fond la structure du nouveau tarot, mais c'est quelque chose qui me permet en fait d'uniformiser ma pensée, quel que soit le tarot que j'utilise. L'épée, c'est l'élément d'air. Et c'est swords en anglais. Alors c'était rigolo, du coup je suis allée chercher parce qu'effectivement j'utilise le Kitty Kahan, mais je retiens pas comment ça s'utilise, ça s'écrit ou ça se dit en allemand les trucs. Déjà je sais pas prononcer l'allemand. Mais en réalité, j'ai pas présélectionné l'as, mais le coupe ça se prononce un truc du genre Schweiter. On va dire ça comme ça, Schwerter.
Désolée, je parle pas allemand. Et du coup, voilà, on a un peu la racine, on voit la racine commune avec Swords. Épée, pas du tout, mais on commence peut-être à un moment pouvoir s'accrocher en fait à ces concordances. On va rester avec les épées, encore quelques minutes. Les épées, c'est l'élément d'air, et donc visuellement, on a souvent quand même cette représentation de l'air. On peut avoir des oiseaux, des plumes, des couteaux. C'est vraiment cette idée de trancher aussi, que, par exemple, faire référence parmi les arcanes majeures, celle qui s'approche le plus de la cour des épées, c'est la justice. Qu'est-ce qu'on a encore pour représenter les épées? C'est ça, hein. Souvent on est dans ce domaine-là. Soit on a vraiment une référence à des outils qui tranchent et qui permettent de couper, ou alors on a une référence au métal, ou alors quelque chose qui rappelle l'élément d'air, comme souvent les plumes. Ça pourrait être le vent par exemple, je ne sais pas si j'ai déjà vu ça, mais ça pourrait être ça. Ah oui, je sais, par exemple dans le Numinous Tarot, c'est des cloches qui nous rappellent plus ou moins clairement l'élément d'air. Donc, a priori, il y a moyen de retracer le chemin. Ce qu'il y a, c'est quand j'ai pris le livret du Spacious Tarot. Vous ne parlez pas du tout anglais, c'est un petit peu compliqué. Mais au début, en général c'est au début, on va nous réexpliquer comment fonctionne la structure. Donc là, on a les Major Arcana, c'est les arcanes majeures. On y reviendra après. Et ici, on est en train de parler des séries de l'arcane mineur. Et on a le Minor Arcana qui est écrit là. Vous prononcez avec l'accent français, comme ça on comprend bien. Et là, on nous redit bien. Ça n'a pas été renommé. Les Cups, les Wands, les Swords et les Pentacles. Si jamais ça avait été renommé, ce serait noté ici. Et il y aurait une référence au nom conventionnel, traditionnel, dans la plupart des tarots, ce qui nous permet de nous y retrouver. Donc, même sans comprendre l'anglais, normalement, il y a moyen de scanner, de retirer les grandes informations, de voir quelque part Cups, Wands, Swords, Pentacles, et puis d'à côté, voir comment le mot qui a été utilisé pour ce tarot précisément. Donc, il y a un petit peu de travail de traduction, si c'est pas clair pour vous, et en fait, en réalité, la plupart du temps, c'est clair si jamais on a utilisé un autre nom. J'ai pas présélectionné des jeux où on avait renommé ça. En général, visuellement, ça parle. Mais si jamais, il y a peut-être un tout petit peu de travail pour aller chercher dans le livret, ce qui peut être compliqué, c'est vrai, si on ne maîtrise pas du tout la langue. Mais mon amoureuse, ici présente, hors cadre, c'est votre main, Miyamor. Là-bas présente. Ma chère épouse ne parle pas du tout anglais, elle a beaucoup de difficultés avec cette langue. Et en plus, elle est dyslexique, donc elle a vraiment ce qui peut amener des difficultés d'apprentissage dans certains cas par rapport aux langues et tout, et me confirme que c'est vraiment pas un problème de mémoriser et de s'y retrouver dans le tarot. Elle est plutôt au niveau débutante du tarot, Rose, mais ça l'intéresse, mais elle papillonne un peu avec ça et tout, et la langue n'a jamais été un problème, parce que dans la maison, on n'a pas de jeu en français. À part quelques Marcel, mais on n'aime pas le marseillais. Donc, coupe, épée. Que dire encore sur les épées en dehors de ce qui représente l'air? C'est que l'air, c'est le mental, c'est le côté intellectuel, c'est le domaine des idées, c'est le domaine de la communication, de l'expression, mais de l'expression à travers la communication, que ce soit orale ou à travers les mots. Ça peut être plutôt artistique, mais on va plutôt être dans le domaine de la communication et pas de l'expression artistique qu'on va plutôt retrouver par exemple dans les bâtons, de l'expression spirituelle qui peut être dans les bâtons ou dans les coupes, ou de l'expression corporelle ou à travers l'artisanat ou des trucs comme ça qu'on va plutôt retrouver dans les pentacles. Donc c'est vraiment le domaine des idées, de ce qui se passe dans la tête, et donc parfois aussi de ce qui va trop loin quand on laisse le mental prendre le dessus. Évidemment, avec chacune des mineurs, on est dans la question d'un équilibre, et que
trop d'éléments, c'est bien d'être calé, d'être à l'aise avec un élément, mais si on est trop dans le domaine d'un seul élément du tarot, si on a un tirage, on n'a qu'un élément, on peut se demander où sont les autres éléments. Par exemple, si on tire les cartes et qu'on n'a que des épées, on peut potentiellement penser qu'on a quelqu'un qui est un petit peu trop dans sa tête, qui est peut-être pas assez dans le contact avec les autres, qui est peut-être pas assez nourri émotionnellement, etc., etc. Je reviendrai peut-être après sur la signification de l'arcane mineur au cas où. Mais on continue avec les bâtons, l'élément feu. Bâtons, branches, baguettes, des allumettes, des étincelles, du feu, vraiment littéralement parfois. Des bougies, j'ai dit, des petites lanternes. Ça peut être représenté différemment, mais on est en général dans ce domaine-là. Donc, facile à retenir, encore une fois, à ça dit ça. Et les bâtons, c'est le domaine de ce qui nous passionne, ce qu'on a envie de donner au monde, un peu notre mission de vie, quelque chose dans lequel on s'exprime créativement, artistiquement, d'une façon forte. C'est le domaine de l'action. Et on peut penser à ce que donne l'élément feu, par exemple, en astrologie, où il y a une certaine sagesse, mais il y a aussi une certaine fougue, un besoin de briller, un besoin de s'exprimer, d'irradier, etc. Et donc on est plutôt, si on devait retenir qu'un mot, je dirais que pour moi c'est la série de la créativité. Mais pour certaines personnes, on peut penser au sexe par exemple. Moi je vais plutôt voir ça dans les pentacles parce que c'est lié au corps, mais pour certaines personnes, ça peut vraiment se retrouver dans les épées, dans les bâtons, sans problème. J'ai toujours du mal à sortir des mots-clés qui tapent là-dessus. C'est vraiment tout ce qui nous anime, tout ce qui nous met en mouvement, tout ce qui nous invite à créer, à nous exprimer, ok, comme dans les épées, mais là, c'est vraiment exprimer quelque chose qu'on a dans les tripes, qu'on a besoin de sortir, qui manifeste aussi un peu notre individualité. C'est aussi, en dehors de ça, une série où si on a une interprétation qui est plutôt moderne du tarot, on peut voir tout ce qui est les questions d'activisme, d'engagements sociaux, de comment on contribue au changement social et tout ça. Encore une fois, ça va être parsemé à travers les différentes suites, mais les bâtons sont quand même à fond là-dedans. Et enfin, et mon as s'est rangé ailleurs dans le Waite Smith. Alors je vais prendre ici celui du Kitty Kahan, les pentacles. Ici, Munzen, j'imagine qu'on a une référence au denier, comme dans Marseille, les traditions francophones. Moi j'aime pas qu'on traduise ça par pièce, coins en anglais quand c'est pièce, ou par denier, parce que ça a une connotation qui est un petit peu trop monétaire et financière, alors que les pentacles représentent tellement plus. Mais j'en parle dans ma série du tarot carte par carte sur les pentacles. Donc c'est l'élément de terre. On peut avoir des disques parfois qui sont repris, la terre. Je réfléchis à ce que c'est dans le... je prendrai un peu de mes tarots fétiches pour voir comment on appelle ça. Oui, non, quand je dois mentionner des trucs à la suite, comme ça devient compliqué. La pierre, donc on peut avoir tout ce qui nous ramène au sol, à la pierre, à la terre, effectivement, ou les cailloux. Pentacle. Pentacle, denier, ça va être les plus habituels. Pentacle a été amené, je crois, par pas rentrer dans les détails, par le tarot du Waite Smith, du Rider Waite, par Edward Waite et Pamela Coleman Smith en 1909. Je cherche ma boîte. Dans la vie, il y a un truc qui est un peu compliqué, c'est d'être bordélique. Quand on a toutes ces neurones et qu'on a une organisation dans le bordel, ça va. Mais quand on commence à perdre sa capacité à s'organiser, être bordélique, ça ne nous aide pas. Voilà, le Waite Smith, donc. Je crois que c'est à lui qu'on doit le fait d'avoir popularisé ces termes-là. À savoir, à propos des mineurs, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est quand même pas trop le but de cette vidéo, mais quand même, ces 56 cartes-là, donc là on a eu les 40, dans les 10 cartes par 4 suites, ces arcanes mineurs vont parler de ce qui est plutôt de l'ordre du quotidien, de l'ordinaire,
ça va plutôt être des choses qui sont ponctuelles par rapport aux énergies des majeurs qui peuvent, mais pas toujours, être plus pérennes, s'installer beaucoup plus dans la durée. Avec les mineurs, on peut avoir des choses... ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes, mais qui vont vraiment rythmer notre quotidien. C'est de l'ordre de... ouais, j'ai vraiment pas envie de rentrer dans les détails. On dit parfois que les majeurs sont des archétypes et que les mineurs seraient plutôt des situations ordinaires, quotidiennes, des interactions quotidiennes, etc. Je suis pas d'accord. Je pense peut-être qu'il y a quelque chose d'archétypal aussi dans les mineurs. Et sinon, bah, ça l'est devenu de par à quel point le tarot est devenu quelque chose d'important dans nos cultures, dans nos échanges, dans nos références en culture populaire, etc. etc. Et donc, pour moi, on a quand même... Ce qui fait que le tarot est un élément qui est un ensemble qui peut potentiellement être le reflet de tout ce qu'on peut traverser dans une vie, c'est l'ensemble, c'est les 78 cartes. Pour moi, qui suis de la tradition du Waite Smith, c'est pas du Marseille et tout ça, et pour moi, c'est que chacune de ces cartes-là a vraiment une importance, un message, et elle peut se manifester de plein de façons, mais chacune de ces cartes, je sais pas, prenons les classiques, hein, comme le 3 d'épée, va vraiment permettre à beaucoup d'expériences humaines de venir se coller dans cette j'aime pas le terme coquille, mais dans cette espèce de berceau, d'écrin. Ah, un écrin, ça lui va bien. C'est un espèce d'écrin dans lequel on peut mettre toute une variété d'expériences humaines. C'est pas parce que, je sais pas moi, disons, vous êtes une personne aromantique et vous n'avez pas de relation amoureuse ou vous aimez pas trop ça, ça vous évoque pas un cœur brisé d'une façon amoureuse. Il y a tellement d'autres façons d'avoir le cœur brisé dans nos relations humaines, mais aussi avec notre environnement, avec nos animaux, avec nos passions, que le cœur brisé va vous parler quel que soit finalement où vous vous positionnez au niveau des relations. Et puis la difficulté à pouvoir exprimer certaines choses, à communiquer ce qui nous fait du mal et tout, encore une fois, c'est une expérience qui peut se conjuguer de façon très très différente. Le tarot n'est pas un truc universel dans le sens englobant, dans le sens réducteur, mais qui peut quand même parvenir à faire écho à toute une variété d'expériences et qu'on peut les poser dans cet écrin. Et en ça, c'est un soutien d'avoir un tarot parce que c'est quelque chose qui nous berce, qui nous prend dans les bras, qui fonctionne comme écrin. Et peut-être que du coup, il y a quand même une dimension archétypique dans les mineurs. Ah, les figures. Bon, on n'a pas fini. Hein. Ok, donc là, vous aviez 4 mots à retenir ou pas à retenir, juste à comprendre le visuel qu'il y a dans votre jeu et après voir comment ça se décline, puisqu'on a bien vu que ensuite on avait juste les numéros, mais pas dans certains tarots, on n'a pas réécrit à chaque fois coupe. Notez que beaucoup de tarots utilisent les chiffres romains, que pour certaines personnes ça peut être dyslexique ou qui ont de la dyscalculie ou quoi, ça peut être difficile à lire. Et donc c'est des choses sur lesquelles ça peut être intéressant pour vous de vous renseigner avant si vous voulez un tarot qui soit assez fluide pour vous. Parce que, ok, au début on les compte les coupes, mais quand on arrive au 9 ou au 10, on n'a pas forcément envie de compter les coupes à chaque fois sur la carte, ou en tout cas ça va être un frein à la fluidité, quoi. Les figures. Les figures. Dans chacune des 4 séries, on a 4 figures. Qui vont changer de nom, et c'est ça qui peut parfois nous compliquer la vie quand on essaie d'apprendre et de voir bien les concordances. Mais les noms classiques, ça va être page en anglais et page ou valet en français. Knight, c'est cavalier, cavalière, chevaleresse. La queen, c'est la reine. A priori, ça, vous êtes au courant. Et king, c'est le roi. L'avantage, c'est que c'est des mots qui sont, pour les 2 derniers, qui sont d'usage courant en français. Page, ça existe aussi en français comme mot. Donc, à part le knight, qui est un mot un peu chelou,
on s'y retrouve. Ces mots sont parfois renommés. Pourquoi? Parce que ça fait des références à des situations, ces figures font référence à des situations qui ont trait plutôt aux cours royales, de type européenne de l'époque. Le tarot a vu le jour au XVe siècle, au XVIe siècle dans les cours d'Italie puis de France, et en général on utilisait ça à la fois pour être un reflet des sociétés et puis aussi une espèce de critique du pouvoir. Il y avait certainement un peu des deux. Maintenant, bon ok, je vis dans un royaume, hein. mais c'est quand même des... Si on parle d'archétype, là pour le coup, ça n'a plus la connotation que ça avait à l'époque, et c'est super intéressant d'essayer du mieux possible de renommer ça. Mais il y a vraiment là une grande variété, et je ne vais pas commencer à tout nommer, parce qu'il n'y a pas vraiment d'uniformité dans comment ça a été renommé. Ce qui peut vous aider, du coup, c'est encore une fois, c'est de revenir sur le visuel et les caractéristiques de chacune de ces figures. Alors, là, le page, c'est une personne qui, parfois, dans certains tarots, on représente comme un ou une enfant, ou une personne qui est plutôt jeune. Ça peut vous permettre déjà, visuellement, de reconnaître. Voilà, ça c'est le page qui est la fille. Donc, on est encore dans un système binaire dans ce tarot-ci. Ça peut vous permettre déjà visuellement de savoir quand vous avez le page. Bon, si c'est page en anglais, vous allez vous en sortir, mais c'est souvent renommé. Il y a une certaine dimension agiliste à avoir des âges différents pour représenter chacune des cartes. Pour moi, ce n'est pas la meilleure façon de représenter les cartes, seulement à l'heure actuelle où on galère encore à moderniser les tarots, ou en tout cas à les faire coller au mieux au monde dans lequel on vit et aux enjeux et aux revendications qu'on a dans un monde qui est foncièrement injuste et agiste. Voilà, ce serait à refaire, ce serait à réinventer, seulement beaucoup de tarots s'inscrivent encore là-dedans. Et ceci dit, ça nous aide quand même à comprendre, même si c'est limitant, ce qu'on essaie de mettre dans ces archétypes-là, dans ces figures. C'est la curiosité, l'envie d'apprendre, une ouverture d'esprit qui va caractériser les pages. Et encore une fois, vous pouvez assez bien le voir visuellement dans comment c'est représenté. Les pages sont pas seulement jeunes et pas toujours jeunes, mais sont vraiment dans ce qui leur permet d'interagir directement au plus proche de l'élément, mais avec des grands yeux, une grande curiosité. Qu'est-ce que ça va me dire, l'élément d'eau? Et ici, on a un poisson avec lequel on peut entrer en dialogue, et on a ce côté très imaginatif, très inventif, plus ouvert que tout autre, parce que l'eau est un élément dans le tarot notamment de réceptivité, d'ouverture aux autres, et là d'ouverture aussi à l'imaginaire. Donc cette proximité de l'élément va vraiment caractériser les pages. On va voir d'autres aspects de proximité par la suite, mais vous voyez, on le prend, on le regarde, on le décrypte, on essaie de le comprendre, on essaie de le jouer, parce que quand on parle de créativité ici, par exemple avec les bâtons, on a la salamandre qui revient souvent, mais on a ici l'idée de jouer de la musique. Et comment on fait? On a l'impression d'avoir quelqu'un qui apprend ses premières notes sur un banjo. Ici pour la page d'épée, on a déjà l'épée qui est dans la main, mais on n'a pas l'air de savoir comment la manipuler, c'est une toute petite épée. Et puis la personne regarde le vent déjà, qui est très présent là dans les arbres, on voit les nuages, et regarde les oiseaux. Donc on a toutes ces choses qui communiquent l'élément d'air, et la personne qui a l'air d'être un peu d'interroger cet élément, de chercher à le comprendre. Donc même si vous n'arrivez pas à retenir le mot qui a été utilisé pour page dans le tarot que vous utilisez, à un moment dans votre apprentissage du tarot, vous allez devoir vous poser la question, quelles sont les caractéristiques communes de mes pages dans ce jeu en particulier? Qu'est-ce qu'on veut transmettre à travers ça? Ça peut être complètement autre chose. Ici, j'ai pris un tarot qui est vraiment assez proche du Waite Smith, et donc qui reprend des caractéristiques qu'on retrouve souvent dans des decks, mais parfois on en est plus éloigné. Mais vous allez quand même pouvoir comprendre, et peut-être vous allez utiliser les mots qui sont utilisés dans ce tarot, peut-être dans votre tête ça va toujours être page, ou comme dans d'autres tarots, étudiant, étudiante, élève,
enfant. Mais visuellement, vous devriez pouvoir vous approprier le tarot sans à chaque fois essayer de traduire dans votre tête. Après, je suis sûre que une bonne façon de commencer, c'est de bien noter sur une page à côté les oui, non, qui sont... Oui, oui, c'est dur, hein, la coordination. Les 8 mots qui sont utiles pour comprendre les arcanes mineures, comme ça vous les avez quand même quelque part comme on appelle ça, un copillon, si jamais vous avez besoin de vous y retrouver. Alors, on passe au cavalier-cavalière. Qu'est-ce qui caractérise ces cartes? Un moyen de transport. Encore une fois, franchement, la moto, la mobilette, pour moi, c'est pas vraiment le plus intéressant. Bon, je sais pas, j'aimerais un tarot qui interprète le mouvement d'une autre façon, mais bon, voilà. Sur les classiques, évidemment, je pense que vous le savez, mais je vous en montre une quand même, c'est les chevaux. Le cheval blanc étant évidemment idéal pour la cavalière de coupe, qui est très chevaleresque, qui est très en quête, qui se veut un peu princesse charmante, qui vit un peu un idéal romantique et tout, qui est en quête d'idéal en quelque sorte, et en quête d'absolu aussi. Et c'est un mot-clé qui peut très bien convenir en réalité à nos copains, les cavaliers, c'est l'idée d'être en quête, d'avoir une mission, de s'accrocher à cette mission et d'être en mouvement pour aller vers cet objectif. Donc quand vous n'avez pas quelque chose qui va symboliser un moyen de transport, qui va vraiment symboliser le déplacement, vous avez quand même en général quelque chose qui évoque le mouvement sur les cartes de cavalier-cavalière. Je n'ai pas suffisamment de jeux à côté de moi pour m'en sortir. Je vous avais montré celui-là tout à l'heure, très classique avec son cheval. Est-ce que tu vas être motivé pour m'aider rapidement, mon copain, ici, le slow roller? Ah, le slow roller est peut-être justement un de ceux où c'est plus... c'est pas si clair. Students. Moi, je vous montre quand même les étudiants ici, qui sont les pages, les valets. On a vraiment cette idée de mettre son cœur dans un bocal et de l'observer, d'être au plus près de son cœur. Voilà. C'était bien ce que je disais tout à l'heure pour les pages. Et alors, voilà. On a l'idée de mouvement qui est déjà donnée par le mot, ici, traveler. Si vous vous souvenez, travel en anglais, c'est du voyage, donc traveler. Et puis, c'est pas si clair, mais on voit bien quelqu'un qui laisse une main qui laisse des petites graines sur son passage, tel un petit poussé qui suit le cours, qui avance. On a une idée de mouvement qui est rendue d'une façon qui est certainement pas aussi claire que celle qu'on pourrait avoir dans un tarot qui est plus conventionnel, mais elle est quand même là. J'essaie d'en trouver un autre pour voir si ça marche à chaque fois. Ah oui, il y en a. Toujours sur son cheval blanc, hein. La cavalière de coupe, ça lui va tellement bien. Donc on a quand même ça qui revient. Allez, chou. Tu n'as pas envie de me montrer un autre? Ah oui, non, mais j'aime pas. Il n'est pas dedans de toute façon, il est sur mon autre tas. J'aime pas la cavalière de bâton dans ce tarot aussi. Enfin voilà, je me suis trahie sur ce que j'aimais. Je pense quand même que ça revient bien. Donc ça nous permet bien de les identifier, quelle que soit la façon de les renommer. À chaque fois, évidemment, décliner selon l'élément. Mais celui qui est plus en mouvement en général, c'est celle de la chevaleresse. Mauvaise mise au point, non? Ah, voilà, c'est mieux. D'épée. Parce que elle est dans le rentre-dedans. Aussi, celle-ci, dans le bâton. Le cavalier de coupe, honnêtement, sa quête, elle peut tout à fait être imaginaire. Alors l'idée de mouvement, elle est beaucoup plus... elle est plus dans la performance du mouvement et dans l'envie de le vivre que dans le mouvement effectif, parfois, ça dépend. Et alors le plus pisse de tous, celui qui a vraiment son temps, celui qui a des herbes qui lui poussent au casque tellement il a le temps, c'est le cavalier de Pentacle.
Je pense maintenant qu'en fait, c'est pas si bête d'avoir fait des motos pour ceci, parce que ça permet d'avoir les mêmes casques que, que dans le Weightsmith. Et donc, du coup, de garder, de vraiment coller à l'image du Weightsmith. Donc, c'est un joli clin d'œil, finalement, même si c'est pas mes cartes préférées. Alors, les queens, les reines. Si elle s'appelle queen, a priori, vous n'avez pas trop de mal à comprendre où on en est. Mais si c'est pas le cas, elles sont souvent dans une position assise ou relaxe. J'aurais beaucoup de choses à dire sur le fait d'accorder des postures à des états d'esprit ou à des façons d'être ou à des traits de personnalité. Je trouve que c'est une façon très très validiste de voir le monde. C'est estimer que tous les corps se meuvent, se comportent de la même façon et que donc la posture d'une personne va vouloir dire la même chose que celle d'une autre. Moi, je trouve ça un peu limite. Mais l'idée ici qu'on a, en dehors du fait que la position assise redondante est un peu ridicule, mais que c'est une référence en fait au trône hein, qu'on a dans le qu'on a chez Pamela. Ici, l'idée, c'est quand même d'être quelqu'un avec la reine, qui souvent est la troisième dans l'ordre d'évolution, mais qui parfois va arriver en dernière, parce qu'elle est dans l'incarnation, l'incorporation, comme on dit parfois, parce qu'incarnation passe un peu à côté du terme de embodiment en anglais, l'incarnation de tout ce qui fait un élément. Et d'ailleurs, du coup, j'ai oublié de dire que si on pensait en termes toujours d'âge, les séries, on représente souvent les cavaliers, cavalières comme des adolescents, avec cette fougue, ce côté impulsif, impétueux, tempétueux, qu'on attribue souvent à l'adolescence. Encore une fois, on est dans un grand cliché, je trouve c'est dommage, et je trouve que le tarot pourrait s'en passer, mais en tout cas, ça nous permet dans nos têtes de visualiser un peu, à travers des gros clichés, certes, ce qu'on entend dans chacune des cartes. Donc, les reines assises ici, parce qu'on est quand même dans quelque chose qui est un tarot qui se veut un clone actualisé, moderne du Weightsmith. Est-ce que ça marche ou pas? On pourrait revenir dessus. Au fait, je vous ai aussi pas dit que c'était le This Might Hurt tarot que j'ai reçu de Beth de Little Red Tarot, donc du coup facile à commander en Europe tant qu'on n'a pas le Brexit sur le site de Little Red Tarot. Qu'est-ce qu'elles sont? Comment elles incarnent cet élément? Bah déjà, elles sont généralement dedans, elles le portent ici, mais en le portant, elles l'ont contenu, alors que dans certains éléments, on peut avoir quelque chose, on déborde l'élément de partout, enfin dans certaines figures. Et elles non, elles sont à la fois... Elle a le dos à l'océan, elle comprend l'océan, elle est dans l'océan, elle comprend l'eau comme élément dans son côté le plus dilué, le plus infini, le plus cosmique et en contact avec tout, et aussi cosmique parce qu'on a cette référence à la lune et aux étoiles qui caractérisent très bien la reine de coupe. Mais il y a là aussi la capacité de retrouver cette énergie-là dans cette coupe qui est la remplie de l'eau de la mer, avec les symboles de la mer autour. Et donc, elle est à la fois connectée à ça. Est-ce que vraiment, on peut se dire, la reine de coupe, le reine de coupe, y est-elle vraiment près de l'océan, ou y est-elle toujours capable de saisir une coupe qui devient l'océan pour elle? Oui, elle est dedans. Et dans certaines de mes cartes préférées, on a quelqu'un qui est dans une baignoire. On a vraiment ce fait de faire un avec l'élément, de l'être en nous-mêmes. Et en un sens, c'est pour ça que si on essaie de revoir l'ordre dans lequel on met les cartes, on dirait c'est la façon la plus aboutie d'être en contact avec un élément, c'est la reine, parce que la reine est une personne qui a pas juste une compréhension, pas juste une quête par rapport à un élément, pas juste une curiosité, mais tout son être vibre au son, à la vibration de cet élément. Et la reine de bâton, souvent représentée par le tournesol. Ici, on a encore la créativité. Elle est en train de créer, et elle crée la salamandre qui, ailleurs dans le jeu, représente l'élément de feu. Elle est complètement en contact avec, d'une main, la création, de l'autre, l'élément, et ça passe à travers elle. Donc, on n'a pas une meilleure façon de dire « je respire, je vibre, tout mon corps et j'incarne le feu ». Pareil, ici, elle est souvent représentée la reine d'épée dans les airs, dans les nuages. Son trône semble flotter
dans le ciel. Il y a souvent un oiseau dessus, d'ailleurs aussi avec le roi, mais elle est là, quoi. C'est comme si elle voulait, j'aille plane, tranquille. Et la reine de Pentacle, qui va souvent faire des jolis échos avec la très vénusienne carte de l'impératrice. Yel est partie sur sa Vespa, par opposition aux grosses motos qu'on avait avec les cavaliers. Yel est partie dans un élément naturel, parfois un peu rêvé, hein, regardez comme ça. Petit truc là. C'est très rigolo, ce petit lapin. Et elle porte encore une fois, elle est en contact avec les animaux, elle porte aussi le pentacle, elle intègre vraiment dans son corps l'élément de terre, de par à quel point elle s'en est entourée, à quel point aussi elle étreint le pentacle, elle est en communication totale avec cet animal imaginaire d'une kitschitude pas possible. Ah, difficile la mise au point, les chouchous. Ok, donc normalement, une fois que vous avez repéré qu'est-ce qui fait les reines ou l'autre nom qui lui est donné dans votre jeu, vous devez pouvoir vous y retrouver. Parfois c'est chaud et ça demande d'apprendre les cartes, mais à un moment, c'est aussi bien dans l'apprentissage du tarot de juste pas essayer de coller les associations aux cartes, enfin de vraiment juste vivre avec elles et les apprendre. Et à un moment, les 78 cartes du tarot, vous allez les comprendre dans votre jeu de prédilection ou dans n'importe quel jeu parce que vous allez, comme les reines, vibrer tarot. Le roi, il est aussi souvent assis, c'est une référence au trône. Je ne vais vraiment pas revenir là-dessus, ça me saoule un peu. Je trouve un peu un défaut de certains jeux. On a une personne qui est plutôt âgée dans certains, en tout cas, pour représenter vraiment la maturité, la sagesse. Encore une fois, c'est le cliché, mais ça peut vous permettre de vous y retrouver dans votre jeu. Et souvent, on a quelqu'un qui est dans l'élément, mais qui a un certain détachement. On parle de maîtrise, de contrôle de l'élément, de connaissance de l'élément, mais d'une connaissance qui va plutôt être théorique. Comme si on avait pris le dessus sur l'événement. Alors, les rois sont des visionnaires, ils sont des leaders, ils sont des gens qui nous inspirent, alors que les reines vont plutôt... si on les croise, être à notre écoute, nous donner les conseils, la sagesse de l'élément. Les rois, elles vont plutôt de l'avant avec cet élément, elles le propulsent, elles lui permettent de vraiment briller, elles permettent à sa lumière d'atteindre le plus grand nombre, alors qu'avec les reines, elles appliquent déjà cet élément à elles-mêmes, ce qui n'est pas toujours le cas en réalité des rois, et puis elles vont le transmettre à leur entourage direct, aux personnes qui entrent en contact avec elles. Les rois ont plutôt cette volonté de projeter, d'illuminer, de le répandre, ce qui est ni mieux ni moins bien, mais qui par rapport à, si on doit parler de progression des figures, est peut-être une version quand même moins accomplie, parce que la connaissance est parfois un peu trop détachée et un peu moins vécue et incorporée qu'elle l'est chez la reine. Et c'est représenté ici dans le fait que notre coco, il flotte. Elle flotte sur l'océan, elle est dedans, mais elle est dans sa barque. Elle n'est pas en train de nager comme on peut voir une reine, par exemple, dans sa baignoire. Pareil ici, on tient le bâton, on regarde le feu, mais le feu est quand même encadré c'est un feu de bois qui est complètement canalisé, encadré par ces pierres. On est en contact, mais on a quand même cette distance. Pareil ici, elle ne vole pas. Elle a, contrairement à la reine qu'on a vue plus tôt, mais elle a ce rapace qui lui permet d'aller chercher les informations, d'aller prendre cette vision du dessus qui est propre au roi, etc., etc. Et on a souvent un côté très Bacchus avec le raisin et tout dans les rois de Pentacle. Ça se fait plaisir, hein, on a sorti le verre de vin et tout, tranquille, on est bien là. Mais là où la reine de Pentacle, elle était en train de discuter avec son espèce de lapin fan,
Ici, on n'a pas de discussion, on est là, on profite de l'élément, on inspire. Bon, cette vision est un peu... Ce serait certainement pas mon roi de Pentacle préféré. Mon roi de Pentacle préféré est vraiment quelqu'un qui, dans certains tarots, va être dans la construction, dans le fait de bâtir et de bâtir pour d'autres et de montrer comment construire, développer quelque chose. Et là, ce côté un peu hédoniste du roi de Pentacle n'est peut-être pas mon préféré. Mais bon. Donc, même si c'est pas roi, même si le mot est embêtant à retenir, a priori, vous devez pouvoir à un moment dans votre apprentissage, même si le tarot n'est pas dans une langue qui est la vôtre, comprendre comment fonctionnent ces différentes étapes et les combiner entre elles, etc. Si vous avez noté quelque part quand même qu'est-ce qui correspond à quoi pour pas être trop perdu, c'est bien, mais ça vous fait juste taper sur Translate blabla ou chercher dans un dictionnaire. Oui, mot. Oui, mot. Je vais jamais y arriver. Et donc ça, jusque-là, tout va bien. Je suis pas sûre que ça se complique avec les majeurs. C'est juste qu'on est sur un autre niveau. Ah, j'allais aussi vous parler de... Zut. Non, mais parce que ça fait 45 minutes, vous voyez, si je veux vous parler de tout ce dont je veux vous parler, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. J'allais vous parler brièvement, parce que la dernière personne qui m'a envoyé un mail pour me parler de ça, travaillait avec la version francophone de ce tarot, qui est donc en anglais le Wild Unknown, et qu'on appelle en français le tarot des mondes inconnus et sauvages, ou sauvages et inconnus, dont j'ai lu sur les reviews Amazon que vraiment la qualité d'impression était ridicule, les cartes étaient trop fines, les bordures, donc qui sont faites à main levée, c'est quand même une caractéristique de ce jeu, mais sont encore une fois, comme toujours chez les éditions Très Daniel, hein. Il y a un moment, peut-être se demander le mass market francophone si ça va toujours bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui reçoivent du Très Daniel pour faire leur promotion, mais franchement, heureusement, je ne suis pas influenceuse, hein, parce que mon esprit critique, quand je vois leurs impressions, fonctionne vite. Hein. Donc, est sorti en français, peut-être les nouvelles éditions sont un peu moins ridicules, mais enfin, c'est quand même vraiment fatigant que chez Très Daniel, à chaque fois qu'on publie quelque chose, la première édition est mal cadrée, mal découpée, a des défauts d'impression, de centrage, etc. Du coup, je conseillerais plutôt d'aller vers la version anglophone. Moi, j'ai la version indépendante numéro 2, et après cette version-là, le tarot est devenu mass market. Sur le Wild Unknown, la qualité des cartes est encore très bonne, a priori en mass market. En tout cas, celui que j'ai eu l'occasion d'avoir en main était vraiment bien. Mais c'est le meilleur tarot au monde en version... au niveau de la qualité des cartes, je trouve. Enfin, maintenant, on commence à avoir vraiment beaucoup de jeux qui ont des bonnes qualités. En version indépendante, parce qu'elles sont bien mates, bien lisses, et qu'elles shuffle, elles se mélangent vraiment très très bien. Ce qui, parfois quand on a des cartes qui sont épaisses comme ça, elles sont soit pas assez flexibles, soit elles vont coller quand on essaie de les mélanger et tout, et celui-là a vraiment pas ça. L'édition Mass Market en anglophone, qui est donc maintenant la seule qui est disponible, elle est un peu moins... Les cartes sont un peu plus fines et donc un peu plus fragiles, ce qui pour les gens maladroits comme moi n'est pas l'idéal. Mais bon, bref, si je devais quand même conseiller à quelqu'un qui veut commencer avec ce tarot-là, un tarot un peu pas facile pour commencer peut-être, mais tout est possible, suivez votre cœur quand vous choisissez le tarot avec lequel vous commencez. J'ai commencé avec celui-là aussi et ça a été nickel. Je conseillerais quand même d'aller vers la version anglophone, a priori, elle est quand même d'une meilleure qualité. Mais donc, comment on fait pour s'en sortir? Cups pour coupe, ça marche. Swords pour épée, ça ressemble pas au français, mais on essaie de retenir. On peut y arriver. Pentacle, ça marche. Et alors les wands pour les bâtons, ok, c'est pas comme mon français, mais ça vous fait un mot à retenir qui n'est pas facilement déductible. Et je voulais montrer sur des tarots qui sont moins évidents, qui sont moins des clones du Waite Smith, donc notre fameux Waite Smith sur lequel on va revenir plus tard, que c'était quand même tout à fait possible de réfléchir comme j'ai réfléchi avec vous, avec le This Might Hurt Tarot. Pourquoi donc on est sur les pages, les valets, les gens qui sont vraiment curieux par rapport à leur événement. Bon là on est sur des enfants, la fille, ok, bon on est sur un truc encore une fois
On pourrait faire mieux, mais on a donc vraiment des enfants, c'est visible à chaque fois. Surtout, vous allez encore mieux le voir quand vous verrez comment on évolue au niveau des éléments. Voilà, on a un petit caneton qui est dans l'eau et qui semble interroger l'eau, qui regarde l'eau. La coupe, elle est au-dessus. Il y a la possibilité de canaliser l'eau dans la coupe, mais on n'y est pas encore. Pareil ici avec cette chouette, cet effraie des clochers. Elle tient l'épée, mais elle a la tête dans les étoiles, dans son univers, etc. Et je vous invite vraiment à regarder le regard. On a quelque chose, souvent on a un regard assez ébahi, qui est curieux, qui prend l'élément. On a ici, chez les pentacles, on a un personnage dont on ne voit pas les pieds parce que ses pieds ne font que un avec la terre autour, et qu'elle a l'air d'être encore en train d'essayer peut-être de s'en dissocier, d'aller ailleurs, de chercher comment le comprendre. Donc ça nous rappelle la même chose que celle-ci qui est dans les airs et celle-ci qui est dans l'eau. Alors vous allez dire peut-être ça ressemble à ce que étaient les reines dans l'eau de tarot, mais en même temps non, parce que vous allez voir après comment la suite est conçue pour faire l'évolution. Et pareil, hein, là on a quelque chose toute petite couleuvre qui embrasse, qui enlace le bâton et qui fait le signe de l'infini. Et donc on est vraiment dans les potentialités aussi avec les pages, tout est possible. C'est le niveau un peu, peut-être un peu en résonance avec le fou, avec la magicienne. Et leurs yeux ne nous regardent jamais, mais regardent, on a l'impression qu'il y a presque un mouvement de regarder tout ce qui est autour à chaque fois dans les pages. Et alors, en parlant de mouvement, on va passer directement aux cavalières qui sont ici les fils. Avec celle dont je vous ai dit tout à l'heure, elle est toujours le plus en mouvement et elle est grave en mouvement, c'est celle d'épée. Et elle avance. Bon, ça pour le coup là c'est assez explicite par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. On prend l'épée, on fonce dans le tas. Je vous avais dit, c'est celui qui est un peu plus lent, le cavalier qui est plus dans la réflexion, qui va prendre le temps d'avancer. Et elle est ici avec un jeune cerf. On a quand même cette idée, on y va. Et alors regardez le regard de ceci. C'est focalisé sur l'objectif. On avait dit la quête, le mouvement, aller vers quelque chose, chercher quelque chose, avoir une mission. C'est visuellement très bien rendu là-dedans. Ici, pareil, et le mouvement est peut-être pas explicite, mais ça se devine par rapport aux autres cartes. C'est qu'ici, la coupe prend vie comme ça. Et je vous ai dit, ok, le cavalier de coupe peut avoir cette capacité à être vraiment... C'est quelqu'un qui est amoureux de l'idée d'être amoureux, qui est amoureux de l'amour, qui va jouer le rôle de la chevaleresse dans toute sa splendeur. Et on peut avoir ça ici avec cette idée du Saint Graal aussi qui est là. C'est vraiment la quête de l'absolu, la quête de l'idéal par excellence. Je sais plus le mot en français. Mais cette coupe qui s'anime, qui vit, et en même temps... Lui, il sait pas trop s'il doit regarder de l'avant ou s'il doit regarder sa coupe, quoi. Est-ce que je suis vraiment fascinée par ma coupe ou est-ce que je me mets en mouvement ou est-ce qu'elle est vraiment si jolie? Mais on a quand même cette idée-là. Et alors, avec celle de bâton, donc ici, on a vu chaque élément a son animal. Le serpent, il tape vers le ciel comme ça, il cherche une énergie cosmique, il la développe et l'idée de mouvement est rendue visuellement parce que cet impact qu'on semble voir et ce soleil qu'on est en train de chercher, d'incarner, de faire vivre, on cherche sa mission de vie en quelque sorte ici. Donc là, il y a quand même moyen de trouver, même sans retenir les mots, de voir qu'est-ce qui fait l'idée de la cavalière ou d'autres noms que vous avez envie de retenir dans votre tête pour vous faciliter l'apprentissage du tarot et après pouvoir passer avec d'autres tarots si vous le voulez. Les mères sont l'équivalent des reines ici. Elle couve un peu sa coupe. Elle a sa coupe, mais elle a aussi quelque chose qui la relie, on avait vu tout à l'heure, hein, aux étoiles, à l'eau un peu universelle, à l'eau diluée, à l'eau... Et donc, non seulement elle est avec la coupe, mais elle protège la coupe. Ici, elle protège le bâton et elle couve aussi peut-être ses œufs.
Et elle ne fait qu'un avec elle. On a quand même l'idée, plus ou moins forte selon les images, d'être avec l'élément. On a un peu l'archétype de la mère ultime. Un peu dommage, hein, un peu trop cliché, mais vous voyez bien quand même... vous imaginez directement être au cœur d'une forêt, même si c'est pas rendu visuellement parce que ce tarot-ci fonctionne pas comme ça. Bon, c'est souvent le cas, hein. Souvent, dans les versions les plus clichés, la reine de Pentacle, on la représente enceinte ou avec des enfants, avec des jeunes lapins, comme on a vu tout à l'heure et tout. Si je devais faire un tarot, je ne le ferais pas comme ça, mais ça rend quand même l'idée conventionnelle de cet archétype. Elle, encore une fois, elle a l'air de flotter ou d'être sur sa branche où elle a sa vision de long terme. Mais alors, regardez ce qu'il y a qui va vraiment nous changer ici. C'est que la plupart d'entre elles, nous regardent. Et elle nous invite à dialoguer avec elle, avec l'élément. Elle nous présente l'élément et il nous invite à discuter avec eux de ce qu'est cet élément. On va partager avec eux cet élément. Et donc, il y a comme une invitation, comme quelque chose qui nous met en contact direct avec cet élément quand on rentre dans l'interaction avec la carte. Donc, ça peut être intéressant. Ce qu'on retrouve ici, mais plutôt avec le roi d'épée et moins avec les autres rois qui, de nouveau, semblent tous vraiment être dans une direction et chercher à aller, à atteindre, à se diriger dans une direction. Et donc, on a de nouveau cette idée de mener, d'inspirer, d'être visionnaire, qui est le propre des rois. Et donc, l'élément est là, il est représenté, il est aussi symbolisé par d'autres choses. On est en contact avec lui, on est moins dans la fusion que dans d'autres éléments, on est moins dans la recherche que chez d'autres figures. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'aime bien le fait qu'on a choisi ici que l'élément, dans certains en tout cas, allait vibrer, quoi, se mettre à vibrer de couleurs, parce que on a tellement de connaissances de cet élément qu'on est capable de l'activer en quelque sorte. Vous pouvez avoir complètement une autre interprétation des figures et des figures dans ce tarot-là. C'était juste pour vous montrer comment on peut développer à chaque fois qu'on a un jeu différent, et même si on ne parle pas la langue du jeu, une compréhension du système. Ça va varier d'un jeu à l'autre, mais il y a toujours des grands traits qui font le système du tarot, même si on a tout intérêt à lui faire gagner en complexité, en profondeur, tout et tout. Le système est là. Les majeurs. C'est plus dur. C'est plus dur, même s'il y a des mots qui ressemblent, c'est plus compliqué. Avec les 22 cartes d'arcane majeur, ou 21 plus 1 si on enlève la folle pour la mettre au dehors. Et en même temps, on a vraiment un intérêt à comprendre la structure, à comprendre le séquençage, si on veut progresser dans son apprentissage du tarot. Je vous dis souvent, il n'y a pas une bonne façon d'apprendre le tarot, il n'y a pas une bonne façon de pratiquer le tarot, mais en même temps, apprendre le tarot, si on ne veut pas avoir une pratique avec le tarot qui est comme une pratique d'oracle, qui est plutôt intuitive, si on ne veut pas être figé toute sa vie dans le fait de se renvoyer vers un livret et vers des sources et tout, une bonne étape, c'est de vraiment comprendre comment fonctionnent les arcanes majeurs pour avancer dans l'apprentissage du tarot, pour comprendre le sens et pour... Après, on ne comprend jamais le tarot une fois pour toutes et d'une façon figée, on continue sans cesse d'apprendre, mais c'est quand même des étapes qui sont assez intéressantes dans l'apprentissage du tarot, de comprendre vraiment comment fonctionnent les majeurs, comment ces 21 cartes se suivent, comment on peut les diviser en sous-groupes, etc., etc. Et donc là, j'avais quand même envie de reprendre un peu de temps avec vous pour vous expliquer comment peuvent fonctionner les arcanes majeurs. Comment on va faire? Il y a une façon d'apprendre qui est intéressante, qui est de diviser les arcanes en 3 fois 4. Ouh, t'as foutu ça où, hein, comme ça? Mais ta folle, elle s'est fait la malle. Hein. Grave. Non, elle est là. La folle,
qui a à la fois la carte 0, mais qui a aussi une carte qui peut être une carte électron libre qui nous permet à chaque fois de sauter de carte en carte et de recommencer quand on arrive au fond des cycles. Et donc, on peut avoir 3 fois 7 cartes dans le tarot, 1 à 7. « 8 à 14. J'ai repris le White Smith hein, pour passer dans le simple. Et puis, chariot reste là, toi reste là, et le monde vient avec moi. 15 à 21. C'est vraiment un séquençage qui est utile, qui nous permet déjà de ne pas peut-être caler les 21 noms à la suite les uns des autres, et qui nous permet de comprendre comment ça avance. Maintenant, comprendre les 21... Pourquoi c'est intéressant de comprendre les 21 cartes à la suite? Déjà parce que vous allez voir le numéro, vous allez voir le dessin, et... Oh, c'est moche cette carte-là dans ce tarot-là. Et vous n'allez plus avoir besoin à chaque fois de vous dire c'est quelle carte. Bon, au début, on se pose la question, ça m'a fatigué hein, au début de mon apprentissage de retenir les 21 cartes dans l'ordre. Mais déjà, le dessin va nous évoquer le soleil, on ne va plus avoir besoin de réfléchir. Sinon, le 19 va nous évoquer le soleil, on n'a plus besoin de réfléchir. Et ça crée quand même des automatismes qui sont intéressants et qui permettent de comprendre la structure. Alors avant peut-être d'expliquer le séquençage par 3 fois, blabla, j'ai peut-être envie de reprendre juste avec vous les noms des cartes traditionnelles, qui sont donc parfois renommées, et souvent, heureusement, quand c'est renommé, surtout sur des archétypes, qui ont une lourdeur quand on utilise les mots en français. On peut penser par exemple à l'impératrice, ou en particulier à ça, hein, c'est surtout dans les premières cartes qu'il y a vraiment une lourdeur dans les choses. Et je vais en profiter pour vous montrer un tarot, que j'ai pas encore sorti parce que c'est à Marseille et donc je les utilise pas, j'ai un peu du mal à faire des reviews de Marseille. Il y a un tarot qui s'appelle le tarot des Égaux, qui est un tarot francophone. Vous avez le nom de la personne, Imiskill, qui est là, qui le publie. Vous pouvez le trouver sur Etsy. Donc système du Marseille, j'adore pas, mais le tarot des Égaux, c'est le tarot, c'est un tarot qui utilise des rappeuses. Et donc, c'est quand même vraiment très très chouette. Il a vraiment une grande fraîcheur qui est quand même assez intéressante. Ça va nous permettre de revenir dessus. J'ai reperdu mon fou, non dit Jus. Ah, le voilà ici. Le fou, c'est le mât en Marseille. La folle. The Fool, déjà, si vous êtes sur un truc en anglais, vous pouvez plus ou moins deviner ce que ça va être le mot. Parfois c'est modifié et souvent il y a une réflexion derrière. Et c'est vrai que si vous ne pouvez pas lire le livret en anglais, peut-être vous n'allez pas forcément comprendre la réflexion, mais votre apprentissage du tarot va vous permettre à chaque fois que vous posez les questions, même sans trouver rapidement les réponses. La magicienne. La magicienne, c'est le battleur, si je ne me trompe pas, dans des Marseilles traditionnels. Et donc ici déjà, on a une personne qui a choisi de l'appeler la magicienne, alors que c'est à Marseille. Donc là, a priori, si c'est le nom classique, vous n'allez pas trop galérer. La papesse en français, souvent appelée la grande prêtresse dans les tarots, dans les tarots anglophones qui s'inspirent du White Smith. Bon, je ne vais pas revenir sur l'historique des termes, sinon on ne va jamais s'en sortir. Mais High Priestess, ok, High maybe not, c'est grand ou c'est pas grand, mais Priestess, ça va vous faire penser à prêtresse, donc vous pouvez suivre. Impératrice, empresse, c'est un peu la même racine. Donc, si au fur et à mesure, peut-être vous allez retenir. Donc, encore une fois, à un moment, il va falloir apprendre les cartes dans l'ordre. C'est important, ça va vous aider au niveau de vos automatismes et ça va vous aider à comprendre le voyage du fou, de la folle, dans les arcanes majeures sur lesquels on revient après. Empereur. Empereur. On est bon. C'est pas trop compliqué. Le pape en Marseille s'appelle Hiérophante dans le White Smith. Hiérophante, c'était des prêtres dans la Grèce antique liés au mystère d'Éleusis. Alors vraiment, on commence à vraiment bien voir là, au niveau de la luminosité. C'est peut-être mieux. Ah oui, c'est mieux comme ça. La plupart des tarots qui s'inspirent de White Smith vont normalement traduire hiérophante par hiérophante, parce que c'est un mot qui existe aussi en français, même s'il est peu usité de nos jours, en dehors du tarot, ou si vous bossez sur les mystères d'Éleusis.
Donc normalement, c'est juste un mot chelou, mais le mot est chelou, c'est le même mot chelou en français qu'en anglais, quoi. The lovers, il est au pluriel, les amoureux, amoureuses dans le Wade Smith, alors qu'il va être au singulier, en général, l'amoureux dans le Marseille. Encore une des raisons pour lesquelles le Marseille n'est vraiment pas un système qui me parle, mais on ne rentre pas dans les détails. Chariot, c'est la même chose, c'est pas trop compliqué, ça va, on s'en sort. C'est comme lovers, hein. À mon avis, love est un mot que n'importe qui comprend, love, en anglais, donc la difficulté est modérée. Il faut savoir que dans les Marseilles, la justice est généralement, et dans certains Wade Smith, ou tarot plus autres que des Marseilles, est généralement en position 8, et la roue et la force en 11, alors que dans les autres, donc les Marseille, justice en 8, force en 11, et Wade Smith, force en 8, justice en 11, on peut réfléchir très longtemps à qu'est-ce qui est mieux comme système, ou qu'est-ce qui nous parle, mais c'est un peu des questions intéressantes auxquelles on ne va pas répondre tout de suite. et les deux fonctionnent dans chacune des cartes a priori, enfin chacun son type, chacun son délire là-dessus, mais voilà. Donc, du coup, je vais changer les positions juste pour pouvoir les suivre. La force en position 8 ou 11, c'est strength en anglais. Ok, ça ressemble pas, mais encore une fois, c'est des mots qui sont quand même pas mal dans le langage courant, donc peut-être ça vous évoque quelque chose. Ermite et ermite, c'est la même chose. Bon à savoir, en français, on peut écrire l'ermite avec ou sans H, les deux existent. Donc, facile. Wheel of Fortune pour la rue de la fortune ou la roue de fortune, selon les jeux. Peut-être vous savez pas c'est quoi wheel, mais en général, on voit la roue. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, la roue de la fortune, ok, c'est une personne pendue, donc j'ai cru qu'on était sur la carte du pendu, excusez-moi. Et fortune, souvent on a le même mot qui revient, donc au niveau de l'apprentissage ça va. Ouais, wacht, ah yeah, ok. Justice, ça va. Hanged man, ou hanged one, parce que sinon on est genré. La pendu, ok, ça ressemble pas, mais visuellement le pendu est souvent une carte qu'on identifie très clairement. C'est une personne qui est pendue par un pied à l'envers sur un arbre. Donc même si le terme ne vous revient pas visuellement a priori dans n'importe quel jeu, vous allez avoir l'idée de suspension, même si on n'a pas cette idée du pendu. Donc bien retenir, hein, on n'a jamais une personne pendue dans le sens tragique du terme, mais on a toujours une personne qui est suspendue par le pied, et c'est un moment de suspension, de réflexion, etc. La mort ne porte pas de nom en anglais, c'est le nom de l'artiste ici, no name. Carte 13, souvent encore une fois c'est très visible, Death en anglais. Dans les Wade Smith ils sont nommés, et la carte 13 est l'arcane sans nom qui n'est pas nommé dans les Marseilles. J'ai pas d'explication sur les choses, j'aime juste pas le Marseille. Je veux pas vous répéter 20 fois, vous allez finir par le savoir, mais je suis mal placée pour répondre aux questions là-dessus. Où est-ce que j'ai foutu ma tempérance? Allez, Walma Kazay. Ça y est, vous connaissez mon nom de famille, qui n'a jamais été caché, ceci dit. La tempérance, c'est le même mot, ça marche, c'est pas compliqué, on y est, on est bon, toujours. Le diable, le devil, oh what, allez-y. Le diable, le devil, c'est un mot qu'on connaît souvent, quelle que soit la langue, et par ailleurs, visuellement, ça va. La maison Dieu, qui a été ici renommée la maison déesse, c'est la tour en anglais. Visuellement, souvent, on a l'idée de tour, ou en tout cas de quelque chose qui s'effondre ou qui est touché par la foudre. Donc tower pour tour. A priori, vous pouvez penser ça commence de la même façon et tout, même si c'est un mot que vous ne connaissez pas. Mais encore une fois, ça revient souvent parce que encore Trump a perdu les élections aux États-Unis hier, et comment on appelle sa tour là, son building à Manhattan, la Trump Tower. Donc tour, vous devez à un moment par association, ça peut matcher quoi. C'est quand même des mots qui sont dans le langage qu'on a l'habitude de voir, ou bien la Tower of London. Je crois que la tour de Londres en anglais
super souvent, enfin, si vous voyagez un peu ou quoi. Tower. Ça c'est un mot un peu chiant à prononcer, ceci dit. The star, l'étoile, star. C'est encore un mot qu'on utilise en français, donc du coup, ça fonctionne. The moon, pour la lune, a priori, encore une fois, c'est des mots qui sont un peu courants, et donc vous devriez pouvoir retenir. Et si c'est pas le cas, visuellement, ces cartes sont souvent très claires. Le soleil, the sun. Judgment. Le jugement, c'est quasiment le même mot, ça marche, ça roule. Et the world, pour le monde, c'est pas non plus le mot le plus compliqué de la langue anglaise, puisqu'on le voit un peu partout, ne serait-ce que dans les chansons et tout ça. Après, chacun son niveau, c'est Missy Elliott. Chacun ses façons d'apprendre, et je vous dis, il y a moyen, d'un point de vue mémotechnique et tout, par consonance, tout ça, c'est pas compliqué. Je vous le dis, j'ai un rapport assez intuitif avec l'apprentissage des langues, et il n'y a pas de problème si c'est plus compliqué pour vous ou si vous avez plus de difficultés à faire ces liens, ces ponts. J'espère qu'à travers ce que je viens de vous raconter, vous avez déjà le réflexe qui vient plus vite. Je perds ma voix et je voulais vous parler des arcades majeures. Qu'est-ce que j'allais faire? Pourquoi? Tarot d'ego, tout ça j'ai fait. Ok. Avant de passer dans la structure des trois, c'est vrai, j'avais envie de vous dire, parfois c'est compliqué. Et par exemple, j'ai beau connaître les numéros, pouvoir regarder les numéros facilement. Catou, tu n'as pas pris bon là. T'es bébête, hein. T'es bébête quand tu veux. Ben oui, mais tu l'as pas sorti alors la magicienne. Donc les visuels sont souvent les mêmes et c'est pas rare que dans la magicienne, on ait notamment, parmi tous les éléments à retenir, les 4 éléments qui reviendront par la suite dans les suites du tarot, qui sont sur une table en face d'une personne qui canalise et qui fait le mouvement above, below, au-delà, en dessous, par-dessus, etc., etc. Et alors, je ne vais pas le chercher, sinon je vais prendre des heures. Mais vous allez comprendre pourquoi je suis un peu paumée parfois quand j'utilise le Kitty Kahan. La tempérance fait penser très fort à la tempérance. Allez, qui est là. C'est évident. Là, on est vraiment dans un clone du White Smith, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il y a une table devant avec de la bouffe. Et alors parfois, quand je vois, ça s'appelle Mäßigkeit. Mon accent allemand est toujours aussi bon. Mais ça me fait penser à un magicien. Et il y a une table. Et j'ai mis du temps à me dire, attention, il faut que je sois vigilante quand j'utilise ce tarot-ci, parce qu'en essayant de penser un peu trop vite, alors c'est évident, la ressemblance avec la carte de la tempérance, il ne faut pas être une génie pour l'avoir, et pourtant je suis souvent passée à côté. Et donc il y a des petites choses comme ça où voilà, ça peut être assez compliqué. Comment faire avec l'allemand? Par exemple, ici on a Dear Liebenden. Je pense que Liebe pour amour en allemand. J'aurais pu le deviner, mais c'est quand même pas si évident, quoi. Le diable, le Teufel, je sais pas comment je prononce, mais c'était pas si facile. Mais heureusement, du coup, on connaît l'ordre, on connaît les numéros. C'est quand même important d'avoir le réflexe. Les numéros, les cartes, l'ordre. C'est pas agréable à étudier, c'est quand même 21 cartes à étudier, mais vraiment, ça va vous aider. Alors, comment faire pour étudier, peut-être essayer de comprendre les possibilités de séquençage de ces arcanes majeures. On pense souvent aux arcanes majeures à travers le voyage de la folle dans les arcanes majeures. Donc c'est comme si notre pote ici faisait des petits sauts de carte en carte, et là, la personne, elle part, elle a son tout petit baluchon, son tout petit compagnon, et elle a sa toute petite fleur, qui symbolise son innocence, sa pureté de cœur, etc. Et hop, s'apprête à se jeter dans le vide, à bondir dans l'inconnu. Ok, on est sur des grands clichés, hein, parce qu'on va vraiment pas rentrer dans les détails, c'est juste pas possible ici. Et cette personne serait invitée à suivre les différentes étapes des arcanes majeures jusqu'au monde où on arrive au bout, à l'accomplissement, et puis on se rejette dans le vide et on recommence. Évidemment, la plupart du temps, on ne rencontre pas ces arcanes, donc ces mystères, on ne les rencontre pas dans l'ordre.
on les rencontre pas, genre, c'est pas une suite qui est forcément logique. Mais il y a moyen de leur trouver des logiques qui nous permettent de mieux comprendre comment elles sont conçues, qu'est-ce qu'elles ont à nous apprendre, etc. Et c'est en particulier, peut-être que vous allez me dire, il y a d'autres gens qui l'ont fait, mais du côté anglophone, on cite toujours Rachel Pollack, personne queer, donc quand même vraiment important de noter ce genre de choses, pour être venu avec ce système de diviser les 3 cartes en dehors du fou, les 21 cartes en dehors du fou, en 3 fois des séries de 7. Ces ouvrages ont été traduits en français. Je ne pense pas qu'il y en a un qui porte exactement le même titre, mais ceci dit, je crois que c'est le même contenu. Alors, qu'est-ce qu'elle a proposé en faisant les 3 cartes que je vous ai montrées, là, notre copine Rachel. Alors, la première étape, elle l'a appelée la séquence des affaires du monde. Worldly, c'est aussi peut-être un peu mondain, mais dans le sens du coup banal, quotidien. On peut aussi parler de l'identité à travers tout ça. Alors, avec la suite suivante, bon, à chaque fois j'en laisse une parce que je sais en mettre que 6, on a se tourner vers l'intérieur. Et ensuite, on a le grand voyage avec les dernières cartes. Ça, c'est un peu classique. Il faut savoir, ça a été publié en 80 originellement, ça. Et tout ce que vous allez pouvoir lire, beaucoup de choses que vous allez pouvoir lire sur le tarot, qui a été publié entre, disons, 70 et 90, est très très lourdement influencé par la psychanalyse, souvent la psychanalyse jungienne. Il y a des choses, franchement, ça gagne à être rafraîchi dans ce livre-là aussi, mais c'est quand même intéressant comme perspective et pour apporter quelque chose de novateur par rapport à tout ça. Du coup, je vous dis quand même ce qu'elle entend par ça, parce que c'est pour être simple, pour permettre d'avoir aussi l'idée de cette personne. Pour elle, la première carte, c'est la conscience, l'inquiétude, l'intérêt pour la vie dans la société à l'extérieur de soi. Et donc, on appelle aussi souvent ça la séquence de l'identité, de l'enfance, les personnages qu'on rencontre quand on est en phase de formation, en train de se trouver. Il y a plein de moments dans notre vie où on se retrouve à ce niveau-là, où on essaie de se reforger notre identité, qui va être diluée, dissoute par la suite, au fur et à mesure du voyage de la folle. Mais on est vraiment dans, ok, c'est quoi les codes, c'est quoi les normes, qui m'apprend, qu'est-ce que j'apprends par moi-même. Si on le voit de cette façon-là, comment je m'affirme, est-ce que j'ai envie d'incarner les valeurs que représente cette carte, est-ce que j'ai envie de créer de la même façon, etc. Puis sur la deuxième ligne, on a ce qu'on appelle l'inconscient, le subconscient ici plutôt, ou la quête, la recherche à l'intérieur de soi pour se rendre compte de qui on est vraiment. Donc là, on a été vraiment confronté à des personnages, hein. On voit bien comment c'est représenté aussi visuellement dans cette série-ci. Et là, à partir de la force ou de la justice, on va vraiment se mettre en quête. L'ermite étant une carte qui symbolise très bien ce qui se passe à ce niveau-là. On plonge dans l'inconscient. Donc je vous ai dit, c'est très psychanalytique. Il y a des personnes qui ont réfléchi de façon beaucoup plus... qui font plus sens pour moi que Rachel Pollack, mais c'est pour moi l'occasion de vous revenir quand même sur son point de vue. Et puis ensuite, on passe au troisième niveau, qui est le super conscient, dit-elle, le développement d'une conscience spirituelle et un relâchement, une libération de l'énergie archétypique qu'on a rencontrée jusque-là. On ne revient pas sur le truc psychanalytique, on ne va pas s'en sortir. Donc elle nous dit la première ligne, l'autorité sociale, l'éducation, les principales préoccupations de la société, disons. Et puis elle nous dit que la psychologie moderne des profondeurs, donc on va directement, on est dans des trucs jungiens, je ne reviens pas dans les détails, se préoccupe de la deuxième ligne, où on a des symboles du type de l'ermite qui nous invitent au retrait, au recul, pour développer une conscience de soi qui est symbolisée par la mort et la renaissance. D'ailleurs, le pendu va aussi être une des cartes qui va bien symboliser ces moments de pause, de recul, d'aller voir à l'intérieur de soi quelles sont les réponses. Pour moi, il y a moyen de faire autre chose que ces approches psychologiques ou psychanalytiques du tarot, mais bon, ça peut être intéressant quand même de voir comment nous, on vit ça, comment on s'interroge là-dessus, etc. Et puis finalement, la dernière ligne, qui ne va pas tomber, donc elle nous demande d'aller
au-dessus, au-delà de cette quête de nos véritables nous, et puis d'avoir une confrontation avec la tour, le diable, etc. Et puis finalement, une unité des forces de la vie elle-même. On a quelque chose qui nous inviterait à être plus dans quelque chose qui nous connecte à l'univers, au cosmos, à quelque chose de plus grand, d'accepter qu'il y a quelque chose de plus grand aussi que soi, etc. Voilà, en gros. On aime ou on n'aime pas, mais il y a de l'idée, ça nous permet vraiment de commencer à réfléchir sur ces séquençages de 3 cartes et aussi de les voir un peu différemment. Je venais chercher, parce que j'ai vu qu'il y a d'autres personnes qui avaient utilisé d'autres mots qui étaient intéressantes. Oui, c'est ça. Hein. La première ligne, donc Spacious Tarot, c'est les mots de Kerry Malone. De l'enfance au fait d'être adulte. La deuxième, de l'exploration de soi et la maturité. On a une clarification de nos valeurs, hein, une plus grande conscience et compréhension du monde intérieur. Et puis la troisième, on transcende le personnel, on se meut vers le cosmique, on explore notre place dans l'univers et on apprend à intégrer toutes les facettes de nous-mêmes. On trouve l'unité à travers la carte du monde. Donc, encore une fois, des concepts psychanalytiques qui peuvent être quand même assez intéressants. D'autres personnes ont créé du coup des variations sur ces 3 lignes de 7 qui sont très intéressantes et qui peuvent aussi vous aider à vous poser des questions. En ce moment, je parle beaucoup dans mes vidéos de Lindsay Mack, dont j'adore vraiment le travail là-dessus. Et encore une fois, les liens vont être en bas. Elle a utilisé dans son podcast Tarot for the Wild Soul, elle a fait ça récemment, elle a un podcast plus ancien où elle explique comment elle fonctionne avec ça, et puis elle a repris ligne par ligne un peu plus tôt dans l'automne. Et c'est vraiment intéressant, elle a cette idée de vie et de naissance avec les premières cartes. Mais pas de vie et de naissance dans le mode enfance ou des trucs comme ça, mais dans le mode, c'est des cycles ou des spirales, pour reprendre ces mots, dans lesquels on est tout le temps à des moments ou à des autres de notre vie, c'est-à-dire qu'on peut être à différents endroits dans la spirale ou dans les cycles en fonction des domaines de notre vie. Par exemple, on peut être à l'étape de la mort au niveau relationnel et à l'étape, disons, de la naissance au niveau du travail ou des trucs comme ça. Ou alors on est vraiment dans des plus grosses choses, des plus grosses tendances au niveau plus général si on pense à tout ce qui nous caractérise. Et donc, naissance, la vie, l'affirmation de soi, l'identité, tout ça, ça revient à ce moment-là. Puis après, on a la mort et on a encore quelque chose qui va faire écho avec ce que dit Rachel Pollack, mais peut-être qui va être moins psychanalytique, je crois, dans la version de Lindsay Mack de voir les choses. Il y a des choses qui doivent à un moment mourir pour laisser place à de nouvelles choses. Donc on doit pouvoir faire le deuil de certaines choses, revenir sur ce qui a fonctionné, sur ce qui n'a pas fonctionné, accepter qu'on n'a pas le contrôle sur tout, etc. Et ça, c'est ce que nous proposent les 7 cartes de cette ligne-là, d'après l'INSEE, avec à chaque fois les dernières cartes, la 7, le chariot, la tempérance, puis le monde, qui sont un peu déjà des charnières et qui ont déjà un peu un pied dans la ligne suivante en quelque sorte. Je ne rentre pas dans les détails. Et puis la renaissance, le renouveau dans les 7 dernières qui présentent aussi leur lot d'épreuves, etc. Mais on se réapprend, on se réinvente, on propose d'autres choses, ou notre service propose d'autres choses, notre travail propose d'autres choses, certaines facettes de notre personnalité, nos amitiés se réinventent parce qu'on a pu faire de la place dans la deuxième ligne pour devenir quelqu'un d'autre. Et puis après, on recommence, et pas toujours forcément dans cet ordre-là. Une fois qu'on renaît, qu'on a une nouvelle sensibilité de soi, une nouvelle façon de s'affirmer, de se concevoir, on peut revenir à la première ligne et s'affirmer, mais on peut aussi directement passer à la mort et repasser à autre chose, et tous ces cycles sont là. Donc ça, c'est la version de Lindsay Mack. On a vu la version de Rachel Pollack. Il y a vraiment moyen de combiner ou de penser ça différemment ou d'écrire des histoires, mais je pense vraiment que c'est chouette, c'est un chouette moyen de se plonger dans l'étude en fait de c'est quoi ces 21 cartes. On n'a jamais fini d'apprendre toutes les leçons qu'on va nous donner chacune de ces cartes d'arcane majeures, jamais fini. Mais en tout cas, c'est vraiment des choses qui nous permettent de nous plonger là-dedans. J'ai bien aimé aussi quand j'ai suivi les cours. Vous vous souvenez que j'ai appris le tarot avec l'aide du cours de Beth Maiden sur Little Red Tarot. Merci Mia, alors
c'est vrai que j'ai pu avoir, mais qui s'appelle The Alternative Tarot Course. Entre-temps, elle a publié ça, qui est vraiment pas un cours à la base, qui reprend chaque carte du tarot et tout, mais qui va plutôt nous le genre de cours que j'aime, hein, nous autonomiser dans le fait de réfléchir à comment fonctionne le tarot et à se faire notre propre interprétation des cartes, à regarder les éléments visuels, etc. Donc un truc que j'adore. J'ai perdu le fil du coup. Et oui, il y a vraiment un truc que j'avais adoré quand j'ai appris le tarot, il y a maintenant presque 5 ans avec le cours de Beth. J'adore ce bouquin. Et c'était l'idée de retracer notre voyage de la folle dans les arcanes majeures, pas forcément d'une façon chronologique, mais à quel moment tu t'es senti être, et je ne suis pas revenue sur la définition des cartes, sinon on serait encore là pour 3 heures, mais à quel moment tu t'es senti dans ta vie être, par exemple, à l'étape du soleil. Est-ce que tu peux donner des instants, des exemples qui te font penser à ça? La tour. Ça, je pense que personne ne peut penser à des moments d'effondrement, où tout explose, est remis en question, souvent dans la douleur, mais en même temps avec quelque chose de très libérateur comme la tour, la justice. Et voilà, donc ça peut être intéressant de s'imaginer avec l'innocence, pas l'innocence, l'insouciance, l'ouverture, la capacité à vraiment se donner à l'inconnu qu'à la folle, qu'on n'a jamais d'une façon pure dans nos vies, évidemment, mais de s'imaginer de se donner à chacune de ces cartes et de se dire « Ah oui, ça m'évoque ça me fait penser à telle personne, ça me fait penser à telle situation que j'ai vécue, etc. » Et ça nous permet vraiment d'approcher les cartes dans ces séquences de 3x7 et tout, qui sont quand même intéressantes. Donc, c'est pas de l'étude pure de connaître les noms de toutes les cartes et leurs numéros. Ça peut être vraiment quelque chose de fun, de didactique, de prise de connaissance des cartes et tout. Donc voilà. C'est vraiment pas impossible d'apprendre avec ces tarots-là. En dehors du fait que vous avez vraiment vu que le nom des cartes, franchement, n'est pas très 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 compliqué en général. On a les 8 mots. Et puis là, ici, les arcanes majeures, c'est peut-être plus important de connaître les noms en français. Mais même en français, ça prend du temps de vraiment se les approprier, les connaître dans l'ordre et tout. Je pense pas que la langue est vraiment un obstacle. Donc il faut savoir, je suis peut-être pas revenue beaucoup dessus, que beaucoup des cartes ont été renommées et que c'est bien d'avoir dans sa tête quand même à un moment dans l'apprentissage, c'est pas du tout une étape obligatoire au début ou un truc comme ça, c'est quoi les noms dans votre tarot, c'est quoi les noms traditionnels qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et les noms dans le tarot spécifique qu'on utilise, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. C'est toujours bien d'avoir ces petites cartes de concordance en tête et donc de noter ça quelque part dans un carnet dans lequel on apprend, et donc dans ce carnet-là où vous avez les noms traditionnels, les noms dans le tarot que vous utilisez. Vous pouvez aussi avoir les noms en anglais traditionnels et puis ceux dans le jeu que vous utilisez par exemple, quoi. Donc c'est pas insurmontable, et je pense que je lis presque jamais les noms quand je tire les cartes. Bon, j'ai une mémoire visuelle et ça m'est vraiment propre et je peux pas du tout garantir que tout le monde fonctionne comme ça, mais voilà, le visuel de la carte du monde, même dans des tarots où c'est différent, ça peut y faire penser. On a ici le page novembre, un tarot inspiré plutôt du Marseille, mais bon, les arcades majeures se ressemblent quand même grosso modo dans chacune. Le jugement avec la trompette du jugement dernier. Bon, c'est pas forcément mes interprétations préférées du jugement, mais j'aime bien quand on joue sur les trucs classiques, les anges. Voilà, la force avec le lion ou un animal sauvage, où on va être plus ou moins dans un truc un peu avec une perception du danger ou du fait d'apprivoiser ou de dominer, ou plus ou moins dans un truc vraiment d'étreinte comme ici, mais on comprend quand même, le soleil va apparaître assez clairement et la lune, on n'a pas besoin a priori de lire, parce que la lune, il y a souvent le côté animal du chien et du loup qui revient, le côté d'avoir une écrevisse ou un homard ou quoi, et si on a un côté sirène. L'étoile, on a les étoiles ou une étoile au-dessus, et puis on a la personne qui a un pied dans la terre, un pied dans l'eau, et qui verse ses peaux.
Voilà. Je ne rentre pas dans les détails. Mais donc, bref, a priori, visuellement, vous allez à un moment réussir à avoir les associations, même dans des jeux qui sont moins premier degré. Ouais, c'est ça, peut-être. Soleil, vous voyez un peu l'idée quand même. Hein. Le chariot, ok, visuellement, il n'y a pas grand-chose qui ressemble à un truc classique du chariot, mais on a quand même des symboles. Et puis cette idée du cheval, quoi, du mouvement. Impératrice ici, et l'empereur avec une autre couleur. Bon, c'est déjà une bonne façon de ne pas être dans un truc binaire, quoi. La grande prêtresse, est-ce qu'elle vous fait penser à celle-ci? Pas des masses, mais quand même un peu. Donc même dans des tarots qui sont un peu différents, je vous avais dit, hein, le fait qu'il y a la foudre, quelque chose qui s'effondre dans la tour, même les tarots qui s'éloignent des trucs classiques nous permettent de retrouver notre route. Le magicien, la magicienne avec ses 4 éléments, l'envol, j'avais mis dans le cadre ou pas? L'envol avec les amoureuses. Il y a un moyen. Et j'arrête, parce que ça fait 1h30 que vous devez en avoir marre de m'écouter. Et moi, j'en ai marre de m'écouter, en tout cas. Salut les gros bidous, j'espère que ça vous aide beaucoup. J'espère que cette petite synthèse était quand même était intéressante et vous a permis de vous replonger dans le système du tarot et en vous posant aussi cette réflexion de la langue et de l'accessibilité ou non des jeux qui ne sont pas en français. Et j'espère que ça vous inspire. Et je voulais vous dire aussi qu'il y a des tarots qui n'ont pas encore été traduits, mais où il y a moyen quand même de trouver en ligne des personnes qui ont traduit intégralement les livrets, par exemple, ou mis leurs propres interprétations. Le Wild Unknown est l'exemple même d'un jeu dont je trouve le livret est vraiment pourri. Mais maintenant qu'il est traduit en français, mais déjà avant, il y avait une blogueuse, Alice Tonka, et son nom, si je ne me trompe pas, qui avait traduit le livret. Et donc, ça existe. Des traductions plus ou moins informelles. Ça vaut la peine de chercher ou de lancer des appels sur Insta ou ailleurs, parce que parfois, on n'arrive pas à trouver soi-même. Et puis, au niveau de nos réseaux, il y a des personnes qui vont nous renvoyer vers d'autres et tout. Donc ça peut aussi vous aider. C'était une autre question quand même, je vais revenir là-dessus, que posait la personne dans son mail, qui était est-ce que je peux du coup ne pas utiliser le livret qui viendra ou le livre qui viendra avec le tarot anglophone et utiliser un autre? Oui, bien sûr. Après, la personne nous demandait si elle pouvait utiliser par exemple le livret de ce tarot-là qu'elle a en français, avec un autre tarot. Pour le coup, par exemple, celui-là est très spécifique. Ça dépend des tarots. Il y en a où c'est très spécifique à l'iconographie, à l'imagerie propre de ce tarot-là, d'autres moins. Mais je dirais que c'est bien d'avoir un livre généraliste. Et maintenant, il en existe quand même en français pas mal. Hein. On a du choix. Donc, j'ai jamais lu. Je le répète, je ne dis pas du français. Je ne sais pas à quel point c'est bon. Mais Emmanuel Igier qui a publié des trucs sur le Rider-Waite en français. Il y a Lilith Tarot qui a encore publié récemment un carnet d'exercices avec le tarot. Je pensais à Célia de Melesville, je ne sais pas comment on prononce son nom, qui montrait que pour le confinement, elle avait mis ses cours sur le tarot qui étaient moins chers. Et donc, on a quand même... il y a quand même moyen de trouver, quoi. Il y a des sources avec lesquelles vous allez pouvoir composer. Je rappelle que sur mon blog, quand vous allez en haut dans le blog de Cartomancienne, parce que mon blog est toujours en bordel, hein, mais ça, c'est une partie que j'ai rangée. On a Apprendre le tarot. Donc vous avez tous les endroits où vous avez les mots-clés pour des cartes de tarot, vous avez un truc où vous avez une espèce de répertoire qui s'appelle cartographie du tarot, vous avez tous les articles que j'ai publiés, rangés par carte, donc ça peut vous aider. Et dans Apprendre le tarot, j'ai un moment où je reprends le numéro 4, les séries et les suites, le numéro 5, les figures, donc ça peut déjà vous permettre de figer ces différents éléments ici avec les mots-clés et tout. Des mots-clés par carte, c'est en cours. Enfin, tout est prêt, mais je traîne un peu, par contre, pour la mise en ligne. Mais on a déjà, je crois, les 7 premières cartes de l'arcane majeur, l'ensemble des cartes numérales pour les épées, et on est à la moitié des cartes numérales pour les pentacles. Ouais, c'est ça. Ça va continuer. Et sinon, toujours dans la cartographie, vous avez... Parfois, c'est des
Parfois c'est des poèmes, parfois c'est des réflexions en profondeur sur certaines cartes et tout, mais vous allez avoir des centaines, au moins des dizaines, mais je crois des centaines d'articles qui nous permettent de nous plonger quand même un peu dans l'esprit d'une carte. Donc il y a quand même du contenu gratuit chez moi et chez d'autres pour l'apprentissage du tarot, ce qui je pense c'est important. C'est important d'avoir les deux, de pouvoir payer des livres et des formations quand c'est possible pour approfondir et tout. Et c'est aussi important que quelque chose qui peut être aussi libre que le tarot, vous ayez du contenu qui soit pas payant, qui soit disponible. Et c'est possible de le trouver, en tout cas chez moi. Je mettrai les liens des trucs que j'ai mentionnés en dessous. Et moi et ma voix, on va se reposer. Manger, mi amor. C'est l'heure du manger. Ma pauvre amoureuse, je l'ai empêchée de manger à cause de moi. Et de faire à manger aussi, parce que du coup, on ne peut pas faire de bruit dans la cuisine qui est ouverte ici à côté, parce que j'enregistre des bruits. 94 minutes. Bisous les gros bidous, à bientôt.